Salut à tous, comme tu le sais sûrement, je suis passionné par l'audiovisuel et c'est bien beau d'avoir du matériel vidéo dernier cri, comme la dernière caméra de chez Sony, le dernier enregistreur de chez Atomos, mais si tu n'as pas le PC qui va avec pour pouvoir lire ces fichiers très lourds, ça va très vite te ralentir et tu seras même pas capable de sortir une vidéo. Du moins ça va être chiant et tu vas très vite remettre en question ton matériel. C'est pour cela que quand tu achètes une nouvelle caméra, c'est bien beau de regarder les caractéristiques techniques, que tu peux filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde, que tu peux filmer en 6K, 8K même, mais il faut surtout regarder les compatibilités et le poids des fichiers parce que si tu peux pas lire les fichiers de ta caméra sur ton PC, c'est un peu embêtant. Personnellement, comme caméra principale, ce qui me filme actuellement c'est un Lumix S5 et pour mes montages, j'ai longuement utilisé un PC Dell G3. Ça a fait l'affaire pendant un certain temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui pour mes montages, je suis très limité par la carte graphique et par le PC en lui-même finalement. Enfin bref, il me fallait un portable avec un très bon écran, une bonne batterie, assez puissant pour pouvoir faire tous mes montages. J'en ai parlé avec pas mal de personnes qui travaillent dans le monde de l'audiovisuel et il se trouve que passer sur Mac, c'était l'une des solutions. Tu l'as donc vu dans les précédentes vidéos, je suis passé sur un iMac, mais pas que. Le but de cette vidéo est de te raconter mon expérience sur macOS pour t'aider dans ton choix. Si jamais tu cherches une machine pour pouvoir faire du montage vidéo, de la création, de l'édition de photos, enfin tout ce qui est autour du montage, eh bien tu es tombé sur la bonne vidéo. Passer sur macOS alors qu'on a toujours utilisé Windows, ça peut faire peur. Peur d'être perdu dans la navigation. Moi-même, la toute première fois, j'étais un petit peu perdu, mais au final, c'est vrai que quand on apprend à l'utiliser, c'est quand même beaucoup plus agréable et fluide à utiliser. De plus, et malheureusement c'est comme ça, pas mal d'applications sur macOS sont plus stables que sur Windows. Après bien sûr, il y a des exceptions. Par exemple pour les créateurs qui utilisent la suite Adobe, il faut savoir que de manière générale, pas mal de personnes disent que ça marche mieux sur macOS que sur Windows. Je parle bien sûr pour la création car pour le gaming et la programmation, enfin tout ce qu'il y a autour, tu seras probablement limité puisque tous les programmes ne sont pas tous acceptés sur macOS. Le Finder est également beaucoup plus rapide, intuitif et pratique à utiliser par rapport à l'explorateur de fichiers de Windows. Par exemple sur Windows, pour ouvrir un fichier, tu dois double-cliquer, attendre que le logiciel qui permet de lire le fichier s'ouvre et puis ensuite le refermer si c'est pas le bon. Sur macOS, tu as juste à appuyer sur espace. Pour n'importe quel fichier, que ce soit du STL pour de la 3D, des fichiers MP4, des fichiers MP3, des fichiers Word, PDF, tout ce que tu veux, tu as juste à appuyer sur espace. Et en fonction de l'affichage, tu as même un aperçu. Enfin bref, c'est vraiment pratique ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand même macOS est vraiment beaucoup plus agréable à utiliser que Windows. Et en dehors du gaming, la programmation et compagnie, pour la création, il y a quand même pas mal de logiciels qui sont plus stables sur macOS que sur Windows. Ensuite, place au choix de la machine. Personnellement, comme ordinateur principal, j'ai choisi un iMac 27 de 2020. Et pourquoi un iMac plutôt qu'un MacBook? Ou pourquoi pas les deux? De mon point de vue et pour mon utilisation, il est plus intelligent de prendre deux machines. Une fixe qui sera capable d'effectuer toutes les tâches qu'on aura besoin et une portable qui permettra de l'emporter partout et d'un peu tout faire pour pouvoir commencer les montages, etc. Tu peux très bien prendre une seule machine ultra puissante comme celle-ci, mais le problème c'est que généralement c'est quand même vraiment beaucoup plus cher, c'est moins durable et surtout si tu te le fais voler ou quoi, si tu le casses, bah t'as tout perdu et t'as aucun backup. Il me fallait donc une machine durable et puissante comme ordinateur principal. L'iMac est justement réputé pour sa durabilité, son efficacité et son encombrement. Ça prend entre guillemets pas de place. T'as juste à le mettre sur ton bureau, le brancher et c'est bon, ça fonctionne. L'iMac que j'ai ici est donc un 27 pouces avec un écran Retina 5K. En interne, on va retrouver un Intel Core i7 8 cœurs de 10e génération qui tourne en turbo à 5 GHz. Comme carte graphique, une Radeon Pro XT 8 Go de RAM en GDDR6. On est sur 40 Go de RAM et pour le stockage, on a 500 Go en SSD interne et 1 Tera en SSD NVMe disque externe. Bref, c'est du très sale comme machine. Mes deux derniers mini reportages à la montagne ont été montés avec et c'était un régal. C'est super agréable à utiliser. Puis mis à part, c'est vrai que c'est quand même un bel objet. L'écran est magnifique. C'est vrai que quand tu regardes tes vidéos, tu as l'impression de redécouvrir l'image. C'est pas une blague. Quand tu as un écran avec une dalle mat 4K de chez Samsung et tu compares ça avec un écran Retina 5K, ça n'a rien à voir. Justement, en parlant du montage, tout à l'heure je te disais que la suite Adobe était plus stable sur macOS que sur Windows. A priori oui, sauf que maintenant à l'occasion je ne monte plus sur Premiere Pro mais sur DaVinci Resolve avec la licence Studio. Sans rentrer dans les détails, c'est un logiciel poussé, j'ai trouvé qu'il était quand même beaucoup plus stable par rapport à Premiere Pro et justement il a pour particularité d'utiliser à fond le GPU. C'est vraiment un gros avantage, ça permet de soulager le processeur. Contrairement à Premiere Pro où ça arrivait souvent d'avoir des crashs ou des bugs lors de l'export, et c'est seulement depuis la version 2021 que Premiere Pro s'est mis à utiliser de plus en plus la carte graphique. J'ai fait mes propres tests en réalisant le
même export sur la version 2020 et 2021 et c'est vrai, on voit la différence lors de l'export, la carte graphique est beaucoup plus utilisée. Mis à part pour revenir sur DaVinci, le gros avantage contrairement à la suite Adobe, c'est qu'on n'a pas de système d'abonnement mais on paye directement le logiciel environ 350 €. Si Blackmagic se permet de vendre aussi peu cher leur logiciel, c'est qu'en fait à côté ils vendent pas mal d'accessoires pour équiper le logiciel et c'est là-dessus qu'ils se font une marge. Moi personnellement je me suis équipé du Speed Editor. C'est le clavier le plus basique que vend DaVinci et en fait c'est super pratique surtout lors du dérush puisqu'on a beaucoup de raccourcis et on a surtout cette petite wheel qui permet d'être très précis. Pour l'exemple en fait lors d'un montage classique, lors du dérush, j'utilise quasiment pas mon clavier et ma souris mais seulement mes deux mains sur ce clavier. En fait là-dessus j'ai toutes mes fonctions de base. J'en parlais tout à l'heure et ce n'est pas que mon retour d'expérience. Travailler sur macOS, c'est vraiment beaucoup plus agréable à utiliser que ça soit visuellement ou dans la productivité. J'irai pas jusqu'à dire qu'on va 10 fois plus vite contrairement à une station fixe Windows. En revanche, si je compare une station portable Windows avec un MacBook Pro, effectivement là je pense qu'on va plus vite et surtout on est beaucoup plus libre. Les nouveaux processeurs M1 d'Apple, je dis les nouveaux mais en réalité ils sont quand même sortis il y a un certain temps et en plus dans quelques semaines, normalement Apple va annoncer leurs nouveaux processeurs et les nouveaux MacBooks, les M1X. Cette puce M1 elle est quand même vraiment puissante et surtout ça consomme rien. Contrairement à un PC Windows qui aura peut-être les mêmes performances, voire même mieux, mais on n'aura pas la même liberté puisqu'on sera obligé de se balader avec un gros transfo alors que là, je peux littéralement me balader partout, j'ai une autonomie de 20 heures et en plus, je peux charger avec une batterie externe classique. Après bien sûr, j'ai pas essayé tous les PC du marché, ça se trouve je dis de la merde, mais en tout cas sur ce Mac M1, on a des belles performances et une autonomie de dingue. Repassons sur l'iMac, mis à part l'écran qui est magnifique, j'ai été agréablement surpris par la qualité du son. C'est incroyable d'avoir quelque chose comme ça, c'est équivalent à une JBL Flip 4 par exemple. La plupart du temps quand je fais mes montages, je suis sur haut-parleur. Sauf quand je monte mes plans au drone où là pour le coup j'ai bien besoin de séparer le canal droit du canal gauche. Parlons transfert de fichiers. À l'arrière du Mac, en plus des ports Thunderbolt, USB 3, etc. on a un port SD. Et encore une fois j'ai trouvé ça super cool puisqu'on peut copier à une vitesse max de 480 mégabits par seconde. Ça change puisque sur mon ancien Dell, je copiais à une vitesse max de 25 mégabits par seconde sur le port SD. En plus de ça, si tu travailles dans l'écosystème Apple, tu peux utiliser AirDrop. Ça, c'est vraiment cool pour travailler sur plusieurs machines en même temps. Justement, le stockage. En interne, je te conseille de prendre un disque SSD avec l'espace suffisant pour pouvoir copier tous tes logiciels. Moi, je suis parti sur 500 Go. Et puis après, pour le montage, pour pouvoir stocker toutes tes vidéos et tout le projet, je te conseille de prendre un disque SSD NVMe qui va venir se brancher sur les ports Thunderbolt à l'arrière du Mac. Moi, je suis parti sur 1 Tera, c'est largement suffisant puisqu'en plus, j'ai le serveur NAS. Imaginons, je suis à la montagne, je vais commencer tout mon montage sur le Mac M1 et puis une fois que je reviens, si j'ai pas terminé, je prends mon disque, je le plug à l'arrière et puis là directement j'ai tout mon projet avec toutes les sauvegardes. Parlons maintenant du prix puisque oui tout ça, ça a un coût. Et c'est là où ça va faire débat puisque certains diront oui, non mais c'est super cher, c'est abusé. Et certains dont c'est le métier, la création, diront que c'est le prix pour ce genre de machine. Si tu achètes l'iMac dans la même configuration que moi, on arrive à une machine à plus de 3000 €, ce qui est quand même vraiment très cher. Quand tu configures l'iMac sur le site d'Apple, prends toute la config que tu veux sauf la RAM puisque Apple se fait une marge folle dessus. 32 Go de RAM sur le site d'Apple, ça vaut environ 700 € contre 200 € sur Amazon. Il faut en prendre compte qu'en plus de la machine, l'écran qu'on a là, donc le Retina 5K, il faut savoir que si tu achètes ça sur un écran externe, l'écran à lui seul vaut 800 €. L'avantage d'acheter des produits comme celui-ci, c'est qu'ils sont très recherchés. Et si demain je veux le revendre, eh bien ça se revend à un très bon prix et très rapidement. Bon bah voilà, je pense avoir tout dit et j'espère que ça t'aura permis de te faire une idée sur les iMac et peut-être de faire un choix. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et si tu possèdes déjà un iMac, n'hésite pas à me donner ton retour d'expérience dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Comme tu le sais sûrement, ces derniers temps, je me suis pris de passion pour le drone FPV. Ça fait maintenant 1 an que j'ai monté mon tout premier drone. Il ressemble à ça. Et j'en suis super content parce qu'il marche bien, il est polyvalent. Et même en dehors de tout ça, j'ai fait quand même sacrément stylé. Bref, après tout ce temps, il est l'heure de construire mon nouveau drone FPV. Un drone qui sera beaucoup plus